Mme Savard a cumulé les postes d'avocate, directrice des services juridiques et greffière au sein des villes de Chicoutimi et Saguenay de 1977 à 2007. Elle a participé à la création du comité citoyen pour un Vaudreuil durable, CVD, en 2016, à l'élaboration et au dépôt de 2 mémoires concernant le projet de Rio Tinto Vaudreuil au-delà de 2022, intitulé Protéger la zone tampon au cœur du Saguenay, 25 avril 2016, et un projet socialement inacceptable, 24 octobre 2016. Merci. Je demanderai à M. Jamais de faire ça dernier. S'il vous plaît. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que j'aurai moins de problèmes de micro que monsieur. Merci. Est-ce que tu es correct, frère? Alors, près de 6200 résidences ont reçu un accroche-porte à l'automne 2015. La population des secteurs Arvida, Saint-Jean-Eudes, Panoramique et Chemin de la Réserve était invitée à participer à des séances de consultation sur le projet Vaudreuil au-delà de 2022. On y mentionnait que Rio Tinto souhaitait amorcer un dialogue avec les citoyens résidents à proximité. Ça représente plus ou moins 20 000 personnes au niveau, si on ne prend pas du nombre de résidences. La durée de vie de l'usine Vaudreuil est étroitement reliée à son site d'entreposage de résidus toxiques. Rio Tinto a donc présenté à la population un projet final, sans alternative, ne proposant que le simple entreposage de résidus de bauxite et l'extension du site actuel dans le boisier panoramique. C'est ce projet-là où la fermeture de l'usine, la perte des emplois et des millions de dollars en retombées économiques. Suite aux consultations citoyennes, une dizaine de personnes particulièrement inquiètes ont décidé de mettre sur pied le CVD, le Comité citoyen pour un Vaudreuil durable, afin de protéger la zone verte située au cœur de Saguenay. Les inquiétudes portent sur les impacts sociaux, environnementaux et sur la santé d'un tel projet d'installer un dépotoir de déchets industriels en milieu urbain fortement peuplé. Nous pensions entre autres aux emplois non garantis, aux risques associés à la composition des résidus de bauxite, tant pour la santé de la population que pour la qualité de l'air, de l'eau et du sol, à la valeur des propriétés situées à proximité, à la qualité du voisinage, bruit, poussière et lumière, et à la perte d'espaces verts et d'activité. De plus, pour plus d'informations, je vous réfère aux deux mémoires. Protéger la zone tampon, qui est présentée à la ville de Saguenay le 25 avril 2018, parce que la ville se préparait à amender son règlement de zonage. Et le deuxième, un projet socialement inacceptable, mémoire présentée dans le cadre de la consultation publique de Rio Tinto sur le projet Vaudreuil au-delà de 2022 et son étude d'impact. Les objectifs étaient de sensibiliser et rallier la population, les élus, les instances gouvernementales, puis on demandait un BAP. En consultant les mémoires, vous verrez qui ont été rencontrés et la correspondance échangée. Certaines données ont pu changer depuis la rédaction des mémoires. Après vous avoir informé du volume des résidus de bauxite à Saguenay, je vais vous résumer en quoi consiste le projet Vaudreuil au-delà de 2022 et pourquoi un petit groupe de citoyens s'est tant investi pour veiller aux intérêts de la population. L'information et le soutien en provenance des autorités compétentes n'étaient tout simplement pas au rendez-vous. Nous avons dû prendre le bâton du pèlerin, et il était très lourd, soit d'amener le débat au-delà du chantage à l'emploi, et en se montrant proactif en identifiant un site alternatif et en le présentant à Rio Tinto.
C'était un combat entre David et Goliath qui, lui, avait de nombreux appuis. Alors, le volume des résidus de bauxite. L'usine Vaudreuil produit annuellement 1,5 million de tonnes d'alumine pour ses 4 alumineries régionales à partir de bauxite importé de Guinée et du Brésil, ainsi que 1 million de tonnes de résidus de bauxite. L'espace d'entreposage des résidus de bauxite représente un problème de taille. Selon Rio Tinto, depuis son entrée en fonction en 1936, l'usine Vaudreuil a produit environ 52 millions de tonnes de résidus de bauxite entreposés dans ces 2 lacs de boue rouge. J'appelle ça des lacs de boue rouge. C'est poétique, vous ne trouvez pas? 25% à la Terrière et 75% dans le complexe Jonquière. D'ici 2047, date prévue pour la fermeture de l'usine, s'ajouteront un autre 28 millions de tonnes de résidus de bauxite dans le complexe Jonquière et dans l'autre site prévu, le boisé panoramique. En 90 ans, l'entreposage des 70 millions de tonnes de résidus de bauxite produits à l'usine Vaudreuil occupera ainsi une superficie totale d'environ 4,25 km² sur le territoire de Saguenay. Quand je pense Saguenay, c'est la ville. Espace perdu à jamais étant donné leur toxicité. Pour visualiser le tout, ceci représente 596 terrains de football ou 7625 terrains résidentiels de 6000 pieds carrés. Le projet Vaudreuil consiste à la phase 1 du projet prévoit la construction d'une nouvelle usine de filtration pour assécher les résidus de bauxite et le rehaussement de 30 mètres de son site actuel, qui occupe présentement une superficie de 2,2 km². L'usine de filtration est en fonction depuis 2 ans déjà. La phase 2. Pour assurer la continuité de l'usine Vaudreuil jusqu'en 2047, Rio Tinto envisageait la mise en place en 2022 d'un 3e site de résidus de bauxite sur un terrain lui appartenant, zone parc et espace vert d'une superficie de 1,1 km² en plein cœur du boisé panoramique. Pour l'instant, la mise en place de ce 3e site d'entreposage n'est pas encore entamée. Le boisé panoramique est une forêt de 9,2 km² située au cœur de Saguenay et aux abords de 3 quartiers résidentiels, servant de zone tampon aux activités du complexe Jonquière, qualifié de nuisance par la ville de Saguenay dans sa réglementation. Ce projet nécessitera la coupe de 50 000 arbres, capteurs de gaz à effet de serre, et assurant la sécurité de la population eu égard au vent dominant. Rio Tinto a initié une consultation publique en 2015. Un rapport a été déposé le 1er décembre 2016, dans lequel M. André Delisle, qui agissait comme président de cette consultation publique, et je répète, initiée par Rio Tinto, appliquait les mêmes critères que ceux d'un MAP et recommandait la recherche d'un site alternatif pour la phase 2 du projet Vaudreuil, ce qui assurerait la sécurité de la population, et ce, afin d'atteindre l'acceptabilité sociale. L'étude de localisation devrait être reprise avec la participation des parties concernées. Il n'y a que le CVD qui s'est mis à la recherche d'un site alternatif, attractif pour Rio Tinto, répondant à 4 critères. L'éloignement des propriétés, plus de 1 km, l'exclusion des terres en culture, la capacité attractive, dans le sens que le boisé panoramique, c'est pour une durée de 20 ans, alors que le site proposé, c'est la capacité de 40 ans. La valeur économique et sociale. Autrement dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un échange entre la forêt, le boisé et justement un site situé ailleurs? Puis le site qu'on proposait, c'était situé le long de la voie ferroviaire entre le complexe Jonquière et Bagotville. C'est ça, quand le train va chercher le bauxite, il descend vide. Alors là, les résidus de bauxite qui sont asséchés pourraient être descendus et déposés sur le long de la voie ferrée dans un site approprié, puis ils remontent. Donc, il n'y a pas plus. C'est facile, c'est une solution qui est réalisable. Aucune réaction des parties concernées suite à cette recommandation. Cela peut s'expliquer du fait que le directeur de l'usine Vaudreuil a annoncé en décembre 2016
qui n'avait pas l'intention de chercher un autre site alternatif. Le pouvoir en place ne défendait pas les intérêts collectifs dans ce dossier. Le CBD ne pouvait compter ni sur les élus, et encore moins sur Rio Tinto. Le choix du boisé panoramique a donc été fait en fonction des préoccupations purement techniques et économiques de la multinationale. Je vais arriver dans le temps, donc il ne faut pas que je parle trop vite. Alors, l'absence d'information, de responsabilisation et de soutien. Qu'en est-il du promoteur Rio Tinto? Il y a de quoi douter de la bonne foi de Rio Tinto dans ses démarches de communication, de consultation et d'engagement. Et cette énumération n'est pas exhaustive. Premièrement, la menace de fermeture et de perte d'emploi, en plus de ne pas être en mesure de garantir à long terme le nombre d'emplois. Discussion à sens unique et contrôle de l'information. Projet déjà ficelé, pas possible d'établir un réel partenariat avec Rio Tinto. Choix truqué des sites étudiés. Depuis 2001, l'expansion de l'actuel site de résidus de bauxite est dans la mire du promoteur. Un choix économique, logique, simple et facile pour l'entreprise. Zone tampon fantôme. Lors de la consultation publique, on mentionne que le projet, Rio Tinto mentionnait que le projet prévoyait une zone tampon de 500 mètres entre les plus proches résidences construites avant 2015 et les résidus de bauxite. Contrairement à cette affirmation, aucune disposition n'apparaît dans le rapport de l'évaluation environnementale et sociale du projet. Absence d'études sérieuses de l'alternative de transport par train, choix de notre site. Intervention auprès de la ville de Saguenay pour qu'il n'y ait pas de zone tampon protégée. Dans ses communications avec la population régionale, Rio Tinto considère les résidus de bauxite non dangereux. Pourtant, les fiches de données de sécurité de la compagnie adressées comme message aux employés n'est pas du tout le même. Rio Tinto affirme avoir tenu compte de l'acceptabilité sociale de son projet, alors qu'elle n'a retenu aucune des recommandations importantes et à conséquence de son président dans son rapport suite à la consultation publique. Le mandat, c'était d'analyser le projet et ses impacts. Et le rapport reposait sur les préoccupations et sur le résumé du rapport d'évaluation environnementale et sociale du projet. Alors, deuxième acteur, la ville de Saguenay. L'intérêt public, le bien-être collectif d'une communauté et la sécurité des citoyens doivent être supposés dans tous les projets introduits dans une municipalité. Alors, c'est la fameuse cause de Ristigouche contre Gastem en 2018. Cette cause fait partie des jugements marquants des 10 dernières années. Dans ce jugement, il est dûment mentionné que les municipalités sont reconnues comme paliers gouvernemental et doivent assumer leurs responsabilités dans la protection de l'environnement et sur leur territoire en respect du principe de la subsidiarité, c'est-à-dire que c'est le gouvernement en place le plus près de la situation qui est le mieux placé pour légiférer. Le tribunal rappelle qu'une municipalité a le devoir de faire respecter sur son territoire le principe de précaution, lequel est maintenant enchâssé dans la loi sur le développement durable. Ce principe implique de ne pas reporter la mise en œuvre de mesures afin d'éviter que se réalise un dommage grave et irréversible à l'environnement, même si la réalisation de ce dommage demeure incertaine. Petite pause. À vous de juger si la ville de Saguenay a appliqué ces principes. La ville a accepté d'amender les règlements d'urbanisme en 2015 pour autoriser l'agrandissement de son site de résidus de bauxite sur un terrain situé dans la zone 85-190, soit le boisé panoramique. Cette activité était interdite tant dans le plan d'urbanisme que dans le règlement de zonage. La seule classe prévue et autorisée pour cette zone était parc, terrain de jeu et espace naturel. Avant, l'usage était résidentiel. Il n'y avait rien qui laissait présumer qu'un jour, il allait y avoir un dépotoir de résidus de bauxite à cet endroit. Les projets de règlement de modification au plan d'urbanisme et au règlement de zonage ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire, car conformes au schéma d'aménagement. Nous, le comité de citoyens, s'est dit comment ça se fait que c'est conforme au schéma d'aménagement, parce que le schéma d'aménagement
donne une vocation récréative et espace vert au boisier. Il y avait une petite clause, c'est l'article 3.2.3.1 qui dit « L'industrie. Pour le terrain appartenant à la grande industrie et situé à l'intérieur d'un périmètre urbain, les activités industrielles connexes aux activités de la grande industrie. » Donc, le schéma autorisait le déversement de résidus bauxite à cet endroit-là. Puis là, je vous fais remarquer que le Parc Price et les sentiers du manoir peuvent subir le même sort que le bois agronomique. Ça appartient à Rio Tinto, milieu urbain. S'ils décident de déverser le résidu, ils peuvent le faire. Et ça, c'est un petit peu, un petit peu. Je veux dire, les gens n'ont pas été avertis de cette disposition-là dans le schéma d'aménagement. Donc, la ville a autorisé l'expansion de quartiers résidentiels sans informer les citoyens que possiblement un jour, il y aurait un dépotoir à cet endroit. Le premier projet a créé l'installation d'une zone tampon de 500 mètres et moins des résidences. La zone tampon n'est que de la poudre aux yeux car elle n'est que le résiduel du terrain non compris dans les besoins exprimés à Rio Tinto. À la consultation publique du 25 avril 2016, la Ville a décidé qu'elle n'en faisait pas de zone tampon. Parce que Rio Tinto voulait pouvoir utiliser au maximum son terrain. Et je me souviens du temps où le maire Jean Tremblay avait appelé là, pour dire, écoutez, là, tu veux une limite, on va mettre une zone tampon. Là, on a dit non, on va utiliser au maximum notre terrain. Alors la Ville, comme solution, a dit, on va faire un PIA. Ça, c'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Autrement dit, ils peuvent l'utiliser, mais il faut qu'ils demandent la permission avant, puis ils ne peuvent pas mettre n'importe quoi dans la petite zone tampon. Donc, la Ville a modifié ses règlements d'urbanisme sans y prévoir une zone tampon protégée. La Ville de Saguenay a entamé ses procédures d'amendement à ses règlements, et ça avant même de connaître les résultats des différentes études d'impact. Elle n'a pas entendu la fin des travaux du groupe de travail mixte et la recommandation de son comité consultatif d'urbanisme. Ils ont adopté de façon intempestive et précipitée pour répondre aux besoins du promoteur sans qu'il y ait eu étude d'impact ou d'analyse alternative. En vertu de quoi la Ville a-t-elle supposé l'intérêt public, le bien-être collectif? Je vous laisse répondre à la question. Pour le moins, la Ville aurait pu, et peut encore, appliquer la recommandation du rapport de consultation publique, prendre le leadership du dossier, entamer une étude de relocalisation avec la participation des parties concernées. Ce faisant, la Ville donne son feu vert, donne son feu vert à un amendement à ces règlements d'urbanisme sans informer adéquatement et de façon équitable les milliers de citoyens touchés par les impacts d'un tel projet en milieu urbain fortement peuplé. La Ville sera complice des impacts négatifs que subiront les citoyens. La Ville a transmis une carte de zone de contrainte de sol, où l'on peut voir que le secteur panoramique et le secteur où sera érigé le bassin de rétention du futur site sont situés dans une zone de contrainte. On a demandé le résultat des études et analyses effectuées pour la fabrication des plans identifiant les zones exposées au mouvement de terrain présenté dans le document complémentaire du schéma d'aménagement. Bien, croyez-le ou non, là, les études sont inexistantes. Et pour s'en assurer, j'ai fait personnellement une demande au niveau de la commission d'accès à l'information, et il n'y en a pas d'études. Ils sont basés sur quoi, là, pour dire que c'était... Aucun membre du conseil municipal n'a... en mars 2024, soit après la confection des mémoires, le CBD a sonné encore une fois l'alarme sur la fragilité du sol. 3 documents techniques confirment la présence d'argile dans le sol du dépotoir projeté. Les facteurs de risque en ce qui concerne les glissements de terrain. Ça, c'est l'opinion de M. François Courchaine, expert en sciences des sols à l'Université du Québec, à l'Université de Montréal. 4 facteurs provoquent les glissements de terrain. Une pente, la présence d'argile, la présence d'eau, puis le choc dans le sol. Autrement dit, les travaux qui vont se faire, un méga chantier là, de construction. Là. Alors, ça a fait la une du devoir le 30 mars 2024. C'est encore une initiative du CBD, sinon ça n'aurait pas été soulevé à ce stade-ci du dossier. Ensuite, le ministère de l'Environnement. Qu'en est-il du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs? Je leur dis depuis
je vais dire juste ministère de l'Environnement, pour sauver du temps. Rio Tinto a déjà été reconnu coupable en vertu de l'article 20 de la loi sur la qualité de l'environnement. L'article se lit comme suit. Nul ne peut rejeter un contaminant dans l'environnement ou permettre un tel rejet au-delà de la quantité ou de la concentration déterminée conformément à la présente loi. La même prohibition s'applique au rejet de tout contaminant dont la présence dans l'environnement est prohibée par règlement ou est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer du dommage ou de porter atteinte, autrement préjudice à la qualité de l'environnement, aux écosystèmes et aux espèces vivantes et aux biens. La compagnie était reconnue coupable d'avoir déversé des résidus de bauxite pouvant mettre en péril la santé des humains. Malgré cela, selon une source d'information fiable, il semblerait que le certificat d'autorisation est conditionnel, émis par le ministère de l'Environnement, est conditionnel et délivré pour un projet préliminaire avec des études de stabilité de sol tout aussi préliminaires pour que Rio Tinto puisse ainsi obtenir son financement pour la réalisation de l'usine de filtration des Bouges et ainsi sauver l'usine Vaudreuil et ses 1000 emplois. Puis le certificat d'autorisation a été émis le 1er novembre 2017. Le certificat contient des mesures compensatoires et de nombreux engagements pour Rio Tinto, entre autres un plan de gestion des émissions de poussière. Donc, il entrevoit les émissions de poussière. Le certificat d'autorisation préliminaire prévoit la mise en place de mesures supplémentaires sur le site si le suivi de la qualité de l'air montre que les actions du site contribuent au dépassement des normes de qualité de l'atmosphère du ministère de l'Environnement. La compagnie jouit de normes taillées sur mesure pour son usine depuis l'entrée en vigueur du règlement sur l'assainissement de l'atmosphère. Cette permission de polluer est valide jusqu'en 2025. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'installation d'un nouveau crassier de résidus de bauxite asséché et toxique dans l'agglomération urbaine la plus peuplée du Haut-Saguenay n'aidera sûrement pas à améliorer la qualité de l'air et la propagation de particules fines. Le ministère de l'Environnement a-t-il donné l'alarme? Il remplit sa mission de protéger l'environnement, assurer la mise en valeur de la biodiversité et de jouer un rôle clé dans la transaction climatique dans une perspective durable. Et enfin, la direction de la santé publique. Le 14 mai 2018, Mme la mairesse de Saguenay, à l'époque Josée Néron, demanda à la direction de la santé publique régionale d'analyser, en vertu de l'article 55 de la loi sur la santé publique, le projet d'agrandissement du site de résidus de bauxite en rapport avec les interrogations du CVD. Alors, l'article 55, lorsque le directeur de santé publique constate l'existence ou craint l'apparition dans sa région d'une situation présentant des risques élevés de mortalité, d'incapacité ou de morbidité évitable pour la population ou pour un groupe d'individus, et qu'à son avis, il existe des solutions efficaces pour réduire ou annihiler ces risques, il peut demander formellement aux autorités dont l'intervention lui paraît utile de participer avec lui à la recherche d'une solution adéquate dans les circonstances. Les autorités ainsi invitées sont tenues de participer à cette recherche de solutions. Lorsque l'une de ces autorités est un ministère ou un organisme du gouvernement, on doit en aviser le directeur de la santé publique provinciale. Bon, alors, on peut remarquer que ça ressemble pas mal à la recommandation du président de la consultation publique qui disait « Asseyez-vous, essayez de trouver une solution à cette problématique ». Alors, la réponse qu'a répondu la direction de la santé publique, le promoteur a obtenu, conformément aux lois existantes, un certificat d'autorisation, délivré le 1er novembre 2017 par le ministère de l'Environnement. Les principales préoccupations analysées par la direction de la santé publique portaient sur l'exposition des populations aux poussières fines, au bruit, à la pollution lumineuse et à la radioactivité. Nous concluons que les mesures de gestion des risques liés aux émanations environnementales prescrites dans le certificat d'autorisation sont adéquates pour protéger la santé de la population. On a dit tout à l'heure que le certificat avait été émis d'une façon complaisante, si je me souviens bien. Or, dans le reportage de Radio-Canada sur les retombées contaminées de l'aluminium Arvida, il ressort entre autres ce qui suit. Au moment de renouveler les autorisations d'exploitation de l'usine Vaudreuil jusqu'en 2025, les autorités sanitaires ont sonné l'alarme sur les risques associés à cette pollution industrielle. Dans une lettre adressée au ministère de l'Économie en 2017, le ministère de la Santé se dit préoccupé par l'exposition de la population d'Arvida
aux particules fines. Il s'appuie sur un avis préparé par la Direction de la santé publique. L'usine est une importante source de contaminants atmosphériques impactant l'agglomération résidentielle du secteur Arvida. Les lignes directrices de l'Organisation de la santé sont fréquemment dépassées, mentionne l'avis, qui soutient que les exigences par Québec ne sont pas assez sévères. Là, maintenant, ce ne sera pas seulement que la population d'Arvida qui va être touchée. Il y aura les 3 quartiers résidentiels, l'arrondissement Chicoutimi vont être impactés étant donné les vents dominants. Donc, ça concerne plus une population quand même assez importante. Alors, concernant les particules fines, le maintien de la situation actuelle est jugé inacceptable pour la protection de la santé publique. Puis là, on rajoute, la santé publique est toujours préoccupée par la pollution de l'air à Arvida. Si on regarde la période de telle année, on a presque le statu quo. C'est de 2017 à 2022. On ne peut pas dire que ça s'est amélioré, constate le docteur Benignan. Comment expliquer que l'installation d'un cassier de résidus de bauxite asséché et toxique aux abords de 3 quartiers résidentiels et au centre de la ville n'ait pas sonné l'alarme et déclenché l'application de l'article 55? La santé publique a-t-elle rempli sa mission de protéger d'une menace immédiate de la santé? Et la conclusion? Le projet actuel est une aberration urbanistique, écologique et une catastrophe annoncée. Je suis outré de la façon dont on traite les milliers de citoyens dans ce dossier. Il existe des solutions durables, viables et socialement acceptables pour que l'usine Vaudreuil poursuive à long terme ses activités et voie à la sauvegarde des emplois. D'abord, le promoteur doit faire le choix d'un autre site, loin du milieu urbain, répondant au principe de développement durable. Les résidus de bauxite étant séchés à 70 %, ils sont transportables. Rio Tinto doit investir dès maintenant et massivement dans la recherche et le développement en ce qui a trait à la gestion de la valorisation des résidus de bauxite si elle veut se targuer de produire de l'aluminium le plus vert. De plus, à vous d'évaluer si Rio Tinto met en pratique ce qu'elle déclare. Rio Tinto s'est engagé à poursuivre son travail dans la communauté sur les 3 piliers de développement durable, environnement, social et économique, tout en considérant les aspects techniques du projet. Ça, c'est une réponse de Rio Tinto datée du 11 juin 2020 à la lettre du CVD du 19 octobre 2019. En décembre 2023, la responsable des communications de Rio Tinto transmettait l'information à l'effet que la compagnie n'a pu avancer cette année dans l'étude du... Ah oui, le site, là, alternatif, c'est le comité de citoyen qui le présente à Rio Tinto. Là. On a affaire à la ville de prendre le leadership du dossier, parce que Rio Tinto a dit... Parce qu'on a fini par avoir une présentation avec la ville, avec Rio Tinto, puis le comité de citoyens. Et Rio Tinto a dit oui, ça mérite d'être étudié de façon sérieuse. Donc, nous, on s'est retourné vers la mairesse, Mme Julie Dufort, et elle a dit est-ce que vous voulez prendre le leadership du dossier? Non. Donc, c'est nous, le petit comité citoyen, là, qui avons déterminé le site, puis qui va être prêt, qui l'a présenté à Rio Tinto. Puis là, Rio Tinto va nous répondre à nous autres. Alors, voici la réponse. On est important, vous ne trouvez pas dans le processus? On est c'est important. Si on n'existait pas, je peux passer en décembre. Donc, la réponse. La compagnie n'a pu avancer cette année dans l'étude du site car les ressources sont très mobilisées sur le projet de restauration du site de la Terrière, ainsi que celui de la réhabilitation du site de résidus du complexe Jonquière. Parallèlement à ces projets, Rio Tinto étudie aussi des alternatives d'optimisation du site actuel, qui permettent éventuellement de repousser les chantiers d'aller vers un autre site. Ben, c'est du positif, en tout cas. Puis en 2024, voici la réponse de Mme Cotin. Je vous confirme que l'étude du site alternatif est bien planifiée pour cette année, 2024, et que nos équipes seront en mesure de vous présenter, à nous, les citoyens, les résultats vraisemblablement d'ici la fin de l'automne, mais dans tous les cas, avant la fin de l'année. L'extension du site actuel au secteur du panoramique demeure l'option la plus avancée en termes d'études pour un futur site de résidus de bauxite. En parallèle, les études d'ingénierie en cours, nos équipes continuent aussi d'étudier les options d'optimisation de l'espace d'entreposage du site de résidus actuel. Ceci devrait rester en opération au moins jusqu'en 2030, selon la dernière analyse. Donc, on a quand même de 2022, on est passé à 2030. Les citoyens ont le droit d'obtenir des réponses claires des institutions chargées de les protéger. En ayant la bonne information,
le gouvernement sera moins enclin à favoriser la grande industrie. Il ne faut pas prendre pour acquis ce que dit une compagnie polluante dont l'indicateur économique pèse très lourd dans la balance et pour laquelle les principes de développement durable semblent relégués au calendrier grec. Une entreprise qui se soucie d'agir en bon citoyen corporatif s'assoit avec les intervenants et recherche une solution acceptable pour les parties concernées, telle que recommandée dans le rapport de la consultation publique qu'elle a elle-même commandé. Et voilà. Merci beaucoup, Mme Savard. C'était très intéressant. Le texte, j'imagine, pourrait être disponible au besoin. Donc, ça va nous faire plaisir. Puis Oui. je tiens aussi à souligner l'effort concerté de tous les membres du CBD. Là. Chacun y allait selon ses compétences et on a mis tellement de temps. Depuis 2016 qu'on travaille dans ce dossier-là. Vous avez une question? Oui, question commentaire. En fait, premièrement, bravo. Le travail que vous avez fait comme citoyen, en fait, vous avez fait le travail que les élus devraient faire sans avoir le salaire qui vient avec. Bravo pour votre implication. Et juste vous dire que moi, ça fait 1 an que je connais ce site de résidus miniers-là. Je ne le connaissais pas avant. Et là, avec le projet d'agrandissement, en fait, le site actuel, ça me fait penser à la Horn. J'arrive de la fonderie Horn il y a 1 semaine et demie et les émissions toxiques qui sont confirmées par la santé publique, mais la santé publique en Abitibi qui se contredit elle-même, on a un problème de ce côté-là. Mais avec l'agrandissement qui est prévu, je suis sur un dossier des déchets toxiques à Blainville. Et j'ai découvert, à force de travailler le dossier, qu'il y a un pouvoir municipal qui s'appelle un règlement de contrôle intérimaire, qui peut être adopté en urgence, justement pour protéger le territoire de projets de développement sur le territoire en fonction des orientations que la ville veut se donner. Et si vous me permettez, parallèlement, en même temps, s'asseoir avec le pollueur et dire est-ce qu'on peut trouver des solutions pour maintenir les emplois? Puis, ça n'empêche pas l'autre. Un n'empêche pas l'autre. Et la ville peut, on appelle ça intérimaire, donc rapidement, en urgence, protéger le territoire puis se dire, là, on va se donner le temps de réfléchir, de travailler en collaboration. Mais là, ce pouvoir-là, même si le territoire appartient à Rio Tinto, la ville a ce pouvoir-là. Nous, on a demandé à la mairesse de Plainville qu'elle l'exerce pour empêcher l'agrandissement de 4 stades olympiques de déchets toxiques à Blainville en plein milieu d'une tourbière. Jusqu'à date, elle refuse de l'exercer. On n'est pas trop surpris, c'est triste, c'est décevant, mais donc ce pouvoir-là existe. C'est ça. Il y a des moyens. C'est sûr qu'il faudrait que le gouvernement du Québec s'en mêle puis fasse sa part, ce qu'il ne fait pas, le ministère de l'Environnement. Mais la municipalité a le pouvoir de tout bloquer et là, ça va faire réagir par en haut. Donc, mais si vous me permettez une petite anecdote, lors de la consultation publique, quand la ville a décidé qu'elle faisait un mandat de zonage, elle ne créait pas de zone tampon, il y avait la moitié de la salle qui était remplie d'employés de Rio Tinto, puis il y avait nous, les citoyens de l'autre côté. Puis je vous dis qu'on était regardés de travers. Là, okay? Puis à la fin, quelqu'un de la ville qui est allé voir le président du syndicat, puis il a dit merci d'être venu. Est-ce que ça vous donne le ton? Ça donne le ton. Ça donne le ton? Ça donne le ton. En tout cas, je lève la main, si vous voulez, je peux vous aider à rédiger un projet de règlement de contrôle intérimaire. Je l'ai fait pour le lien, je l'ai fait pour les déchets toxiques, ça va me faire plaisir de le faire pour la bauxite. Très gentil de votre part. Ah oui, en terminant, les gens, ils ne voient pas l'ampleur la grandeur du problème de l'entreposage. À l'intérieur, c'est dans une forêt, c'est dans le parc, puis là, c'est l'arrière de l'usine. Et là, avec les 2 reportages de Radio-Canada, là, ils ont vu, qu'est-ce que ça représentait. Merci de votre offre, c'est noté. Oui, excusez. Pourriez-vous nous rappeler les conclusions du rapport de consultation qu'a mené Rio Tinto elle-même? Parce que ça me semble assez intéressant à la lumière de ce que vous venez de dire. Ben oui, ça disait, au parti, il faut revoir la relocalisation du site. Votre projet de la phase 2, c'est pas là qu'il faut qu'il soit fait. Puis on demande, puis consulter les parties prenantes. Les parties prenantes doivent être participants à cette étude-là.
Il n'y a pas plus clair que ça. Puis regardez au niveau de la santé publique, l'article, c'est dans le même sens. Là. Quand on voit qu'il y a un danger, on s'assoit, on essaie de trouver des solutions. Mais on informe. On ne cache pas. Merci. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Bon, je pense que il n'y a pas d'autres intervenants. Merci beaucoup, Mme Savard. Merci de nous avoir invités hein, comme petit comité. Merci.